3 mois, c'est la durée. Ce lance-roquettes russe terrorise l'armée ukrainienne chaque jour. Les roquettes tirées par le lance-roquettes, multiples BM, 30 Smirch, ont pilonné les véhicules ukrainiens, les infrastructures et même les troupes. Ce qui est terrifiant, c'est que ce monstre peut tirer toute sa salve de roquettes en moins d'1 minute, 38 secondes. Pour être précis, il peut replier son équipement et disparaître rapidement dans le coucher du soleil, rendant toute contre-attaque désormais presque impossible. Au départ, l'Ukraine ignorait totalement ce qui la frappait. Certaines roquettes semblaient surgir de nulle part et touchaient au hasard des zones civiles à Kherson, Mykolaïv et Zaporijia. Après des semaines de surveillance intense, ils ont enfin localisé leur cible, dissimulée à plus de 30 km en Russie. Ils ont en fait observé en temps réel le BM-30 lancer des roquettes depuis un champ ouvert, se replier en quelques minutes puis disparaître dans les bois voisins. Mais l'Ukraine n'avait aucune intention de le laisser s'échapper une fois de plus. En quelques minutes, ils ont envoyé 2 drones kamikazes vers le lanceur, et l'un d'eux a frappé le missile, provoquant une explosion massive qui a complètement détruit le système. Maintenant, permettez-moi de vous présenter l'équipe incroyable responsable d'avoir éliminé non seulement ce lance-roquettes menaçant, mais aussi pour plus de 12 milliards de matériel militaire russe, y compris plus de 2000 chars et 3000 véhicules de combat d'infanterie. Voici le détachement des forces spéciales de la garde nationale d'Ukraine, le groupe Lazar. Encore plus choquant que les 12 milliards de destruction, c'est que le dirigeant du groupe n'est même pas un soldat, mais un producteur de films. Cet homme de 56 ans a réussi à transformer un petit groupe de volontaires civils en l'une des unités de guerre par drone les plus dévastatrices d'Ukraine. Voici Pavlo Yazarov, plus connu sous le nom de Lazar. Avant la guerre, il était principalement producteur télé, copropriétaire d'un grand studio et producteur d'une émission politique populaire. Aujourd'hui, il dirige la meilleure unité de drones d'Ukraine, active dans l'ombre depuis 3 ans. Personne ne savait même qui ils étaient. En août 2025, Forbes Ukraine a mis Yedozadov en couverture et révélé au monde le palmarès du groupe. Formé en septembre 2023, le groupe de Lazar a systématiquement détruit pour environ 300 millions de matériel russe chaque mois, le tout vérifié par des preuves vidéo irréfutables. Leur nombre de destructions est en fait si élevé qu'ils représentent près d'un char russe, détruit sur 5 dans cette guerre, selon l'état-major général ukrainien. La Russie a perdu environ 11 300 chars et plus de 23 500 véhicules blindés depuis l'invasion, dont environ 20 chars détruits par le groupe de Lazar. Sous la 27e brigade de la garde nationale, cette unité regroupe surtout d'anciens civils devenus pilotes de drones qualifiés. Tout a commencé quand Pavlo Yedozadov s'est porté volontaire après l'invasion russe fin 2022. En utilisant uniquement ses compétences organisationnelles et une pensée originale, il a constitué une toute nouvelle équipe de guerre par drone, différente de tout ce que l'Ukraine avait connu auparavant. Sous sa direction, le groupe Lazar est devenu la principale unité de drones bombardiers lourds d'Ukraine. Plus de 1300 combattants déployés sur toute la ligne de front. Leurs équipes sont déployées tous les 10 km le long du front, presque chaque nuit. Une armée de 90 à 100 équipes de drones s'active pour préparer un nouveau cauchemar aux troupes russes. En cherchant à se reposer, on remarque que ce qui rend le groupe de Lazar unique et dangereux, c'est son talent d'innovation. Il transforme du matériel ordinaire et diverses pièces en armes dévastatrices d'une façon inattendue. Par exemple, vers la mi-2022, Yedozadov a mis la main sur un drone agricole de contrebande provenant de trafiquants de cigarettes, d'une valeur d'environ 10 000. Il a fixé une mine anti-char de l'époque soviétique dessus, l'a transformée en arme, et tout simplement, il a changé le visage de la guerre moderne pour les générations à venir. Au début, les drones étaient assez limités, il avait besoin de signaux radio en ligne de mire juste pour rester connecté, mais l'équipe de Yedozadov a changé cela en fixant des terminaux de communication Starlink à leurs drones lourds. Les pilotes pouvaient ainsi contrôler les drones à distance via internet par satellite, sans s'exposer près du front. C'était révolutionnaire. Un drone à quelques milliers d'euros avec une bombe bon marché pouvait soudain parcourir des dizaines de kilomètres en territoire ennemi. Pendant ce temps, ces pilotes s'étaient assis en toute sécurité dans un bunker, complètement hors de danger. En plus de 3 ans d'opération, seuls 16 membres du groupe de Lazar ont été tués au combat, un chiffre très faible vu le nombre de missions risquées menées. Avant 2022, pour frapper des cibles éloignées derrière les lignes ennemies, un pays devait utiliser des missiles très coûteux,
ou à envoyer des pilotes près du front, mettant leur vie en danger, chaque mission sans exception. Et c'est exactement ce que la Russie fait encore aujourd'hui. Je veux dire, nous l'avons littéralement vu dans l'introduction. Comment ils ont utilisé un lance-roquette à 10 millions pour une seule cible. Un autre gros problème était que les batteries standards des drones commerciaux ne duraient au maximum que 20 ou 30 minutes. Le groupe de Lazar a résolu ce problème en équipant les drones de grosses batteries. Leurs techniciens ont installé 18 blocs de batterie au lieu de 2 sur chaque drone. Un drone qui frappait auparavant 2 cibles par mission peut désormais en toucher jusqu'à 16 en une nuit grâce à son autonomie prolongée. Même en ce qui concerne la charge utile, ou comme le groupe de Lazar aime l'appeler, la Baba Yaga, leurs drones sont incroyablement polyvalents, conçus pour transporter toutes sortes de munitions. Certains drones larguant plusieurs grenades avec un dispositif de largage automatique en impression 3D, d'autres transportent une seule ogive puissante. Comme une mine anti-char modifiée, ou même un énorme obus d'artillerie de 155 mm. Cette flexibilité permet aux troupes ukrainiennes de frapper plusieurs positions ennemies sur de vastes zones, ou de concentrer leur feu pour détruire bunkers, chars et véhicules blindés avec précision, au lieu de quelques amateurs de drones larguant des grenades au hasard. Yedazadov a construit quelque chose qui ressemble davantage à une version drone de McDonald's, organisée, très efficace et mortelle. Mi-2023, les drones ukrainiens dépassaient à peine 3 km du front et ciblaient aussitôt des cibles faciles. Aujourd'hui, les véhicules blindés sont difficiles à repérer, même à 20 km derrière les lignes ennemies. D'une certaine manière, cette rareté des cibles prouve à quel point ils ont été efficaces. Pour corser les choses, l'Ukraine considère désormais la destruction de chars russes comme un sport et tient officiellement le score. Une équipe de drones obtient 12 points par soldat tué, 40 pour détruire un char, 50 pour un lance-roquette multiple, et 120 pour éliminer une concentration d'infanterie ennemie. Oui, je sais que transformer la guerre en un classement de jeux vidéo semble controversé, mais c'est la guerre. Et tu sais qui domine ce classement ? Le groupe de Lazar. En juin 2025, l'unité de Yedazarov a obtenu un score 2 à 5 fois supérieur à toute autre équipe, dans des catégories comme chars, blindés et artillerie détruits. Cet été, le groupe de Lazar a aussi ciblé l'artillerie ennemie située à 50-100 à 100 km derrière le front. C'est bien plus que ce que toute autre unité de drone vue à la première personne a pu faire, ce qui explique pourquoi ils ont détruit plus de pièces d'artillerie russe que les 4 meilleures équipes suivantes réunies. La raison pour laquelle ils obtiennent des scores aussi élevés, c'est leur méthode de vérification méticuleuse. Cette équipe, comme lors de la traque du BM, Transmirk se coordonne bien mieux que les autres. Ce n'est jamais un seul drone qui décolle au hasard, repère quelque chose et le bombarde. Au lieu de cela, ils utilisent une approche systématique. Un drone repère l'ennemi, un autre suit la cible, puis des drones d'attaque achèvent la mission. Si leur premier drone rate sa cible, ou si quelque chose ne va pas, il y en a toujours un autre prêt à terminer le travail. C'est ainsi qu'ils ont fait tomber ce livre russe à 10 millions. À Donetsk, un drone a bombardé l'abri du système de défense aérienne M1 obligeant l'équipage russe à se déplacer. Mais dès que le livre a bougé, un autre drone a foncé et l'a détruit, terminant le travail. Avec de telles méthodes, le groupe de Lazar n'atteint pas seulement des taux de frappe incroyablement élevés, mais il documente et vérifie aussi chaque élimination. Il diffuse rarement les vidéos des frappes publiquement. Mais chaque enregistrement est envoyé au commandement supérieur pour confirmer les cibles abattues. C'est pourquoi la Russie ne peut nier la perte de matériel militaire de plusieurs milliards de dollars. Parce que quelque part, il existe probablement des images de chaque char en train d'être détruit. En 2024, la Russie a perdu près de 1400 chars, l'obligeant à sortir d'anciens modèles de la guerre froide de ses entrepôts. Honnêtement, ces chars dépassés sont inutiles, car les drones de Lazar les repèrent et détruisent avant qu'ils n'atteignent la ligne de front, sans même tirer un coup. Un T-90 M9 coûte environ 3 à 4 millions, et même les anciens modèles valent encore des millions, ou au moins des centaines de milliers de dollars. Pendant ce temps, un lance-roquettes multiple Smirch dépasse facilement les 5 millions, et un système de défense aérienne Buk coûte environ 10 millions. En octobre 2025, les pertes totales en équipement de la Russie ont atteint environ 100 milliards, selon des images divulguées et des témoignages oculaires. L'armée russe est devenue tellement désespérée de remplacer ces pertes irremplaçables qu'elle en vient à prendre des mesures vraiment ridicules. Les commandants russes même pensent que les véhicules à moteur et pièces métalliques sont trop faciles à repérer et détruire par les drones. Ils se sont donc littéralement tournés vers les animaux comme moyen de transport. Dans une transmission radio interceptée,
On peut même entendre un soldat russe se plaindre. Le ministère de la Défense nous a envoyé un âne faute de camion. Évidemment, le groupe Lazar n'est pas responsable de toutes les pertes russes. Les équipes d'artillerie, anti-chars et unités de drones ukrainiennes ont aussi infligé de lourds dégâts. Mais l'unité de Lazar se distingue par sa traque inlassable des cibles russes les plus précieuses. Chars, artillerie, systèmes de défense aérienne. C'est précisément à cause de ces équipements coûteux que le montant total estimé des dégâts est aussi impressionnant. Prenez la nuit du 13 février 2023, par exemple. Les forces russes ont tenté de lancer une attaque mécanisée surprise avec 32 véhicules, dont des chars et des transports de troupes blindés. Malheureusement, les opérateurs de drones de Lazar ont repéré le convoi et sont rapidement intervenus au lieu de le laisser passer. Des drones bombardiers ont décollé vers la colonne ennemie, repéré chaque véhicule avec des caméras thermiques et largué des bombes successivement. En quelques minutes, 27 des 32 véhicules étaient devenus des carcasses en flammes. Imaginez la destruction que ce convoi aurait causé s'il avait atteint le front. L'Ukraine n'a perdu qu'un seul petit drone lors de cette opération, un prix dérisoire comparé aux dizaines de millions de dollars de dégâts infligés aux forces russes. Lors d'un autre incident, une trentaine de chars russes et de BMP étaient réunis pour lancer une attaque coordonnée. Mais encore une fois, les opérateurs de drones de Lazar surveillaient et, au moment idéal, un essaim de drones armés est intervenu, détruisant ou neutralisant toute la formation des 30 véhicules blindés. Et voici une affaire vraiment hilarante qui mérite d'être citée. Un drone bombardier lourd, de retour après avoir atteint sa cible, a repéré un système de défense aérienne russe, Bukem-On. Mais le drone avait déjà largué ses munitions. L'opérateur du drone a décidé d'atterrir doucement directement sur le véhicule russe, alors qu'il continuait sa route. Peu après, alors que les Russes ne sortirent de leur véhicule pour discuter après la mission, ils ont enfin vu le drone. Déconcertés, les Russes ont commencé à le toucher prudemment, avec un bâton. C'est à ce moment-là que l'opérateur ukrainien a activé la détonation à distance du drone. Et le reste appartient à l'histoire. Vous voyez ? L'une des choses les plus remarquables à propos du groupe Lazar, c'est qu'il est composé presque entièrement d'anciens civils, environ 98 pour être exact. Ce sont des hommes et des femmes, sans ou avec très peu d'expérience militaire jusqu'à récemment. Entrepreneurs, informaticiens, ingénieurs, étudiants et producteurs de télévision s'y trouvent. Yedazadov avait un vrai talent pour détecter le potentiel caché. Par exemple, il a nommé une jeune femme sans expérience militaire comme chef de cabinet, uniquement parce qu'elle avait des compétences organisationnelles idéales pour l'expansion de l'unité. Dans une unité militaire classique, ce poste irait à un officier expérimenté, mais Yedazarov préférait la compétence au grade ou à l'ancienneté. Sa confiance et les civils compétents ont permis aux nouvelles idées de se développer librement, sans être freinées par les doctrines rigides qui freinent l'armée russe depuis près de 4 ans maintenant. Le membre le plus célèbre du groupe de Lazar est sans doute le pilote de drone surnommé Fish Now. Avant la guerre, Fish était un entrepreneur passionné de pilotage de drone. Il est devenu le premier pilote de drone de Yedazadov dès les débuts de l'unité. Aujourd'hui, le capitaine Fish s'est forgé une réputation incroyable, étant personnellement crédité de la destruction de plus de 500 équipements militaires russes. Aujourd'hui, malgré leur succès, le groupe de Lazar rencontre encore des problèmes majeurs. Yedazarov a signalé à plusieurs reprises des problèmes financiers dans son unité. Dans le budget défense 2025 de l'Ukraine, le groupe de Lazar devait obtenir moins de 95 millions. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est insuffisant pour soutenir leurs opérations à grande échelle jusqu'à fin 2025. Les contraintes budgétaires avaient limité la production de drones de l'unité à 30% de sa capacité, et seul un tiers des équipages formés disposaient de drones pour voler chaque nuit. C'est particulièrement frustrant parce que l'unité a constamment démontré sa capacité à obtenir des résultats, à l'échelle industrielle lorsqu'elle est correctement financée. Et cette pression financière continue, malgré l'engagement de Yedazarov à mener les opérations de la manière la plus rentable possible. La Russie s'adapte, ce qui pose problème. Dès 2024, la Russie a massivement investi dans des systèmes de guerre électroniques pour brouiller ou intercepter les drones. Ils ont aussi perfectionné le camouflage, déplacé plus souvent le matériel précieux, utilisé des leurres, des écrans de fumée et des armes anti-drones pour protéger les actifs clés. Le groupe de Lazar a constamment innové pour garder l'avantage, renforçant les liaisons de contrôle de drones, volant plus bas pour éviter les radars et coordonnant avec d'autres unités ukrainiennes pour neutraliser d'abord la guerre électronique russe. Mais avec le financement qui diminue et une capacité opérationnelle limitée,
L'avantage de l'Ukraine dans la guerre des drones pourrait bientôt commencer à s'estomper. En plus de cela, l'époque où les drones ukrainiens pouvaient facilement détruire l'équipement russe près de la ligne de front est désormais révolue. Les équipages de drones doivent souvent s'aventurer à 20 ou 30 km en territoire russe pour repérer des cibles, ce qui rend chaque mission bien plus risquée et complexe. Chaque frappe réussie demande désormais une reconnaissance plus précise et de nombreuses sorties, obligeant les pilotes à travailler plus pour obtenir ce qui était auparavant simple. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé, dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos de guerre ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Donc, nous pensons qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Business Basics. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter les images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer juste parce que les prochaines vidéos.